Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. 200 personnes, c'est le nombre de suspects arrêtés par l'armée malienne et ses alliés au nord du Mali. Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus contre ces présumés coupables. Le Mali dispose des compétences nécessaires pour juger ces criminels de guerre. Ces mots sont du procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3. Mohamed Sidadiko est interrogé par Abdraman Maïga. À date d'aujourd'hui, il y a à peu près 200 personnes arrêtées. Il y a 51 personnes qui sont présentement détenues à la gendarmerie, mais le parquet a formellement demandé l'inculpation de 121 personnes, réparties entre 3 cabinets d'instruction. Mais il y a eu des gens, 27 personnes, contre lesquelles il n'y a aucune charge et qui ont été libérés. Ont-elles été inculpées et de quoi? Il y a les crimes de guerre, crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Il y a aussi d'autres infractions telles que le terrorisme, trahison, association de malfaiteurs, ainsi de suite, etc. Il y a même des cas de vol. Ces personnes sont arrêtées soit par l'armée malienne, soit par ses alliés. Y a-t-il un accord qui définit par qui et où seront jugées ces personnes? Les gens qui sont à notre disposition ont été arrêtés par les forces servales, les forces tchadiennes et les forces armées maliennes. Maintenant, en ce qui concerne les accords concernent les mandats que nous avons lancés contre les responsables du mouvement du MNLA, d'Ansardine et du Moudjaou. Ces mandats vont être exécutés conformément aux accords d'entraide judiciaire qui existent entre le Mali, les accords bilatéraux, et conformément aux traités. Le Mali a saisi la Cour pénale internationale pour juger les crimes commis au nord et le tribunal de la commune 3 devait recevoir des plaintes dans ce sens. À ce jour, avez-vous reçu des plaintes qui puissent relever de la compétence de la CPI? Oui, le Mali a saisi la Cour pour enquêter sur des crimes pendant les premières occupations. Mais il y a lieu de faire une mise au point. La Cour et les juridictions maliennes ne sont pas des concurrents, on est complémentaires. Pour éviter des chevauchements, il y a des cas pour lesquels la Cour retient sa compétence. Sinon, la Cour intervient par subsidiarité, c'est-à-dire si les juridictions nationales ne sont pas outillées. Mais nous-mêmes, nous pouvons juger ça. Maintenant, quand la Cour se saisit d'une affaire, elle fait ses propres enquêtes et défère les auteurs devant elle-même. Mais les juridictions maliennes sont outillées aussi pour juger ces auteurs. Que les personnes inculpées risquent-elles quel genre de peine? Va de 5 ans à la peine de mort, la perpétuité, les travaux forcés, ainsi de suite. Les crimes, parce que toutes les infractions commises sont des infractions criminelles. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, les faits sont suffisamment graves. Donc c'est la cour d'assises, ainsi de suite. Donc la cour d'assises, les peines commencent de 5 ans jusqu'au-delà, jusqu'à la peine capitale. Ce jugement se fera conformément à notre code pénal et aux règles de procédure, notre code de procédure pénale. À Koulikoro, l'armée malienne poursuit sa formation et cela grâce à l'accompagnement de la mission européenne pour constater de visu l'avancement des apprenants, l'état d'avancement des apprenants. Le général François Lecointre a suivi hier sur le terrain les exercices de combat du 1er bataillon de l'armée malienne. Notre correspondant Seydou Traoré nous en parle. Par cette première visite sur le champ d'entraînement, le chef de la mission européenne de formation de l'armée malienne est venu toucher du doigt les vraies réalités du processus de reconstruction de notre armée en cours. Général François Lecointre s'est rendu en brousse au chevet des 675 éléments du groupement tactique interarmes Jetia Waraba, une troupe aujourd'hui répartie en différentes compagnies avec les appellations d'Amonzon, Babemba et Sundiata. Après plus d'une semaine d'entraînement intensif, le visiteur du jour a trouvé les experts européens et leurs équipes à l'étape de la réduction d'une résistance et les missions de reconnaissance. Au commandement du Jetia Waraba, la formation se passe comme programmé. La troupe se porte bien, la formation a bien débuté par l'évaluation. Les éléments ont été évalués individuellement, on a situé les insuffisances. Là, on a commencé la formation individuelle. Le renforcement musculaire, c'est des gens qui apprennent maintenant le contenu de leur formation, c'est-à-dire qui sont dans la pratique, qui font le drill, qui cherchent à savoir comment contourner un objectif, comment monter, comment vraiment bien faire leur mission. Donc les gens sont vraiment motivés, ils sont déterminés, ils ont beaucoup d'enthousiasme
et tout se passe bien. D'abord pour avoir un premier contact avec le bataillon du lieutenant-colonel Sanogo, le bataillon Waraba, leur dire à quel point je suis satisfait, fier d'eux et à quel point j'ai confiance en eux pour réussir leur instruction. Et puis voir avec des instructeurs européens, de voir quelles sont les difficultés, les problèmes qui se posent à eux en termes d'équipement ou de déroulement de l'instruction. 100 instructeurs formateurs de cette nationalité européenne assurent cette première étape de formation de 4 bataillons de l'armée malienne. Face aux instructeurs et soldats maliens, François Lecointe a mis l'accent sur le respect des principes, le chemin, la manœuvre, l'itinéraire, entre autres. Au centre d'instruction Boubacar Sarassi de Koulikro, un détachement de liaison de l'état-major général des armées est disponible pour rendre compte des préoccupations des différents groupements. Il existe aussi au sein de ces GTA un détachement de commando et de l'armée de l'air. La Croix-Rouge entend mobiliser plus de 21 milliards de francs CFA pour la poursuite de ses opérations au Mali, un surplus qui porte à quelques 42 milliards de francs CFA le budget consacré par le CICR à notre pays depuis le début de la crise. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse donnée par l'organisation. Mohamed Diarra y a pris part. Voici son compte rendu. Elle avait tout l'air d'une rencontre de synthèse, cette conférence de presse. Conférence au cours de laquelle le directeur adjoint aux opérations du Comité international de la Croix-Rouge a fait le compte-rendu de la mission qu'il a effectuée dans les régions du nord du Mali. Une mission qui lui a permis de découvrir les réalités des populations vivant dans cette localité. Le besoin alimentaire se pose avec acuité et les populations peuvent composer avec le CICR. De notre côté, il est clair que finalement nous allons continuer de renforcer et d'augmenter finalement nos opérations dans le Nord Mali. En début de semaine, nous avons annoncé une rallonge budgétaire de plus de 40 millions de francs suisses, donc ce qui correspond à 33 millions d'euros, pour justement répondre à cette situation humanitaire. Cette rallonge de plus de 21 milliards de francs CFA sera destinée aux services sociaux de base, tels que la santé, l'électricité et bien d'autres. Cette aide du CICR devra permettre, selon le conférencier, de fournir de la nourriture à quelques 420 000 personnes. La situation des prisonniers de guerre préoccupe aussi le CICR. Et c'est la raison pour laquelle il a signé un accord avec le gouvernement malien. Le but est de lui permettre d'avoir facilement accès aux lieux de détention. On a le droit de visiter tous les lieux de détention, on a le droit de s'entretenir en privé, donc sans témoin avec finalement les détenus que l'on rencontrera, on a le droit de les enregistrer et de les suivre si on estime qu'ils sont peut-être à risque de problèmes de protection. Il nous donne le droit ensuite de faire des rapports finalement aux autorités, de rapporter des recommandations, aussi bien sur les conditions de détention que sur finalement le traitement qu'auraient pu subir ces détenus, et ils nous permettent de répéter les visites, ce qui nous permet de faire un suivi dans la durée. Donc finalement, cet accord ne fait que, entre guillemets, formaliser quelque chose qui était déjà une pratique CICR, gouvernement malien. Pour atténuer les effets de la crise sur la population, ce sont au total près de 42 milliards de francs CFA que le CICR entend investir. Une autre conférence de presse, celle des miniers, face aux journalistes, le colonel-major Alaï Diakité, haut fonctionnaire de défense au ministère des Mines, dément les allégations du rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch. Les précisions, c'est avec notre reporter Moïse Traoré. Le Mali est signataire des conventions relatives à la protection des enfants. Les allégations contenues dans un rapport publié en décembre 2011 par une ONG internationale ont fait état de travail de tout petits dans les sites d'orpaillage. C'est des images qui, manifestement, ont été faites sur la base du trucage. L'utilisation du mercure et du cyanure, contrairement à ce que Human Rights Watch a dit, ça se fait sur les sites, mais c'est fait par des adultes. Du 22 décembre 2011 au 8 février 2012, une mission conjointe de vérification avec le BIT et l'UNICEF s'est rendue sur le terrain. 16 sites ont été visités dans les zones de Kangaba, Kenyeba et Sikasso. Il y a une organisation sociale qu'on appelle le Tamboloma. Le Tamboloma est chargé de la sécurité du placeur. Entre parenthèses, il y a un certain nombre d'interdits. Il y a, si vous voulez, un code de conduite dans tous les placeurs.
Si l'auteur du rapport décrié a utilisé des données surannées, elle a pu être induite en erreur par une ONG locale. Pourquoi l'État malien ne porte-t-il pas plainte? L'opportunité d'initier une plainte dépendra des pouvoirs publics. Enfin, les sites d'orpaillage sont placés sous la tutelle des collectivités locales. En troisième région, à Yorosso précisément, les collectivités territoriales et leurs partenaires conjuguent leurs efforts pour la consolidation des acquis de la décentralisation. Elles ont donc décidé mardi dernier elles ont procédé plutôt à la signature d'un accord cadre intitulé Convention relative à la gestion concertée des programmes de développement économique et culturel social PDCEC du Cercle. Le reportage de Fatoumata Diallo. La Convention relative à la gestion concertée des programmes de développement économique, social et culturel PDCEC du Cercle de Yorosso, qui vient d'être signée par la coordination locale de concertation des organisations paysannes, le syndicat intercollectivité Chiporogo et le préfet de Cercle, vise à combler les difficultés enregistrées par les acteurs communaux dans la gestion des affaires locales. Notamment le faible niveau d'implication des organisations paysannes dans l'élaboration des PDCEC, l'inadéquation entre les différents plans et programmes de développement. Si des aménagements ont été faits, des plaines ont été aménagées, des barrages ont été faits, des puits à grand diamètre, autant de trucs qui ont été faits, on s'est dit mais à qui appartient ces trucs-là? Mais si il n'y a pas une certaine organisation autour de ces infrastructures, elles deviennent comme si c'était quelque chose qui a été fait et abandonné. Le document ainsi paraphé prend en compte des activités de développement économique dans les domaines de l'élevage, l'agriculture, l'éducation, la santé, les eaux et forêts. Aussi, il énumère les obligations des parties prenantes, les modalités de financement, d'exécution et de suivi. Pour nous, c'est un grand pas. En tant qu'intercollectivité, il fait pour nous un tremplin dans le développement de notre localité. Pour nous, c'est notre outil de travail. Par ailleurs, le sous-préfet central de Yorosso, Taïrou Maïga, avait décrié les insuffisances notoires dans la gestion des collectivités avant d'inviter les uns et les autres à une meilleure appropriation de la Convention pour des résultats plus efficients. L'ONG internationale américaine Save the Children a désormais un nouveau coordinateur national. Il a été présenté mardi dernier aux autorités administratives et politiques de la 3e région. Son nom est Raphaël Soudaye. Il est de nationalité burundaise. Daouda Diakité nous le présente. Le choix de Sikasso pour la présentation du nouveau coordinateur s'explique par la forte présence de Save the Children et la diversité de ses actes d'intervention en 3e région. Nous avons réalisé plein de bonnes choses en coopération avec le gouvernement malien et la communauté ici. Mais il y a toujours le grand défi et le grand challenge. Mais c'est difficile pour moi de quitter le pays. J'adore le Mali. Des acquis que le tout nouveau coordinateur national entend renforcer par une présence accrue de l'ONG. C'est quand même une région qui produit beaucoup. Et donc, ça sera davantage apprendre, accompagner les communautés à mieux utiliser ce qu'ils produisent pour mieux se nourrir. Ça, c'est vraiment ce que j'appellerais l'approfondissement de ce qu'on fait au-delà de ce qui se fait déjà. Ensuite, l'extension, c'est on est aujourd'hui dans un certain nombre de communes, de régions. On va continuer à s'étendre. Pour les autorités régionales, cette démarche de Save the Children est une marque de confiance dans le partenariat que la région entend maintenir. Nous souhaitons une continuité de tout ce qui est déjà entrepris dans la région. La malnutrition aujourd'hui est d'actualité au niveau de la région d'une manière générale, mais surtout au niveau des enfants. Donc ce volet nutrition est très capital pour nous, pour pouvoir vraiment gérer une situation qui est d'envergure nationale aujourd'hui. A signaler que l'ONG Save the Children, qui est présente à Sikasso depuis plus de 20 ans, intervient dans les cercles de Yorosso, Sikasso et Koutchala dans le domaine de l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire.
Au Togo, un ancien ministre inculpé vient d'être relâché. Pascal Bodjona, accusé d'escroquerie dans une affaire d'argent, bénéficie d'une liberté provisoire. Une nouvelle qui est à la une de toutes les parutions au Togo. L'intéressé dit n'avoir aucune rancune. Quant à son avocat, il estime que son client a été victime d'un complot. Acclamé par ses partisans, Pascal Bodjona, ancien ministre et ancien homme fort du régime de Faure-Gnassingbé, a été remis en liberté provisoire mardi. Il reste inculpé dans une affaire d'escroquerie internationale, mais il clame son innocence. J'ai tout intérêt plus que quiconque à ce que la procédure aille jusqu'au bout pour que l'on me dise ce qu'on me reproche. Septembre dernier, Pascal Bodjona est arrêté puis inculpé de complicité d'escroquerie dans une affaire pour le moins complexe. D'un côté, cet homme, Abbas Al-Youssef, un riche émirati. De l'autre, Loïc Le Floch-Prigent, l'ex-PDG d'Elf, lui-même récemment remis en liberté provisoire pour raison de santé. Au cœur de l'affaire, la fortune de l'ancien président ivoirien assassiné Robert Gueye, soi-disant bloquée sur un compte au Togo, fortune que Loïc Le Floch-Prigent aurait fait miroiter à l'homme d'affaires émirati. Pour l'avocat de Pascal Bodjona, son inculpation dans ce dossier relève du complot. C'est un procès politique et il suffit de regarder de près la manière dont le dossier est géré, de voir un peu la manière dont se comportent les différents acteurs pour comprendre que c'est un procès politique. Pascal Bodjona en liberté provisoire, la nouvelle est à la une de tous les journaux togolais. L'ancien ministre qui affirme n'avoir aucune rancune. Sport football, championnat national Ligue 1, 20e journée. 2 matchs ont été joués mardi au stade Modibo Keïta. La GIA a battu l'ASB 1-0. Auparavant, le stade malien de Bamako a dominé le COB 3-0. Diarra Konaté nous fait le compte rendu de ces 2 matchs. 72 heures après leur brillante qualification au 8e de finale, les Blancs de Bamako confirment leur bonne forme face au COB battu 3-0. Les Olympiens ont été cueillis à froid dans cette rencontre. Le but le plus rapide de la saison est inscrit par Morimakan Koïta à la 57e seconde du match. Servi dans l'axe des buts du COB, l'attaquant stadiste ne pouvait que loger la balle au fond. La réaction des Verts ne se fera pas attendre. Ismaël Diarra, seul dans la surface de réparation, bute sur le portier stadiste. Soumaïla Diakité cède sa place à Bosso Mungoro suite à cet accrochage survenu à la 5e minute. Mais cela n'entame en rien le moral des Blancs de Bamako. Dominateur, le stade malien de Bamako inscrit un deuxième but d'une frappe lourde de Mamadou Koulibaly. 2-0, score à la pause. Mieux organisé en seconde période, les Verts de Bamako tiennent tête aux Blancs. C'est dans les derniers instants du temps additionnel que le stade malien de Bamako aggrave le score. Lamine Diawara, entré en cours du jeu, transforme le penalty 3-0 score final. Le stade malien de Bamako se dirige sûrement vers le titre avec 54 points. L'ASB et la GIA, 14e et 15e du classement actuel, se rencontrent en seconde heure. La première manche de cette affiche sera pauvre en occasion de but. L'engagement et la détermination ont marqué les 45 premières minutes. À la reprise, les initiatives se multiplient. La GIA se montre plus agressive, se créant de nombreuses situations de but. La Jeanne d'Arc va finalement scorer par Boubacar Sempara à la 75e minute. L'unique but de la rencontre permet à la GIA de reprendre le chemin de sortie de la zone rouge. À la fin de ce journal, à 18h20, Aoué Touré sera là pour les éditions du soir. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM.